Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Passion Auto. Cette semaine, on a beaucoup de beau matériel à vous présenter. Bien sûr, il y aura notre capsule entretien avec Benoît Charette. À Cinéparc, on va parler du film Ghostbusters, une voiture qui a fait époque et qui est toujours aussi populaire aujourd'hui. On aura bien sûr notre actualité en fin d'émission, mais d'entrée de jeu, un simple rappel à un film mythique en poursuite automobile, le film Bullitt. Le cinéma est une vitrine incroyable pour promouvoir un produit. Et l'automobile ne s'en passe pas. Et quoi de mieux que vous présenter, non pas une, mais deux légendes? Non, Simon, non. Je te l'ai dit tantôt, dans le plan, faut que tu arrives quand je dis « Je veux vous présenter un chauffeur exceptionnel, blablabla », puis c'est là que tu arrives. Ouais, mais okay, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Que tu dises deux légendes, puis là, que tu sois comme là-dedans, puis... Tu veux dire? Ben là, je sais pas, tu sais, mais il me semble... C'est évident, là. On reprend deux voitures qui ont été propulsées par le film de Steve McQueen, Bullitt. Vous vous souvenez pas de l'histoire, mais vous vous souvenez probablement des poursuites intenses. Intenses comme quoi? Comme moi qui conduis mon NASCAR, sûrement. Si, bon, Simon. Je fais un scénario, c'est pour le suivre, je veux dire. Ouais, mais là, On fait une poursuite, là, il faut suivre le scénario, sinon ça marchera pas. La poursuite, justement. C'est quand qu'on les brasse, ces autos-là? On va y aller tout de suite, là. Steve McQueen aimait l'authenticité. Et c'est pour cette raison que c'est les acteurs qui faisaient eux-mêmes leur propre cascade. Et lui, ben, c'est un vrai caméraman. La poursuite a été faite dans les rues de San Francisco, puis c'est devenu la référence en termes de films de char. McQueen avait imaginé la scène de poursuite la plus violente, la plus réaliste et la plus dangereuse jamais réalisée à cette époque. Dans le film Need for Speed, Roadhouse, où ben, vous vous souvenez sûrement de la très sexy Mustang Éléonore dans la partie en 60 secondes. La Mustang a toujours eu une place de choix au grand écran. Par contre, on peut dire que la Mustang est vraiment devenue légendaire avec le film Bullitt. Puis ça, c'est un peu en partie en raison de Steve McQueen. À l'époque, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que McQueen avait demandé à Ford de se faire donner 2 voitures pour le tournage. Par contre, les gens de Ford ont décidé de ne pas embarquer dans le projet. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Bullitt et l'équipe de tournage, ils sont pas découragés. Ils ont quand même acheté des Mustang 68 à l'époque Fastback de couleur Island Green. Ils en ont acheté 2. Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire un pied de nez à Ford? Bien, ils ont décidé d'enlever tous les emblèmes sur les voitures et de créer l'image qu'on connaît aujourd'hui, qui est légendaire, de la Bullitt. Même histoire pour Dodge. La production achète 2 Chargers pour la voiture des pas fins. Grâce à ces lignes, elle donne le look parfait pour les bad boys. Elle est si puissante et si rapide par rapport à la Mustang qu'elle devait ralentir pour les prises de vue. Certaines scènes ont surpris les acteurs avec quelques virages sur les chapeaux de roue qui ont mal tourné. Elle est devenue le symbole des muscle cars démoniaques, sauvages et dangereux. Il y a quand même beaucoup d'évolutions qui ont été faites depuis 1968 au niveau des voitures, surtout au niveau de leur tenue de route. Mais écoutez, je suis assez surpris parce que je trouve que Johan, quand même, il se débrouille très bien puis il va quand même passablement vite avec le Charger de M. Duclos. Ce que Simon sait pas, c'est que c'est pas une 1968. En fait, oui ou non. C'est ce qu'on appelle un resto-mode. On prend une vieille carrosserie et tout le reste provient d'une voiture moderne. Le projet est né lorsque Marcel a réussi à mettre la main sur une épave qui était à l'origine une Charger 1967. Il donne le mandat à Stéphane Côté, le gars penché à gauche, de construire un resto-mode avec comme base une Dodge Challenger 392 2017.
Mais le mandat était de garder tous les gadgets technologiques de celle-ci. Mais les portes de 1967 ne sont pas assez larges pour les vitres électriques et les pare-chocs ne sont pas faits pour les nombreux capteurs dont le régulateur de vitesse adaptatif. Et il faut faire tout ça sans dénaturer la voiture et la garder dans un état le plus original possible. Certains fins observateurs auront remarqué que des éléments modernes ont été gardés à l'extérieur, comme les poignées avec le bouton de déverrouillage et les miroirs électriques, avec, encore une fois, leurs capteurs. La seule partie qui est évidente qui n'est pas originale sont les roues. Les freins étaient beaucoup plus gros que les roues d'origine du Challenger, donc impossible à remettre. Un look rétro, comme on l'aime, avec une tenue de route moderne et toute la panoplie technologique qu'on utilise à tous les jours. Oh, Comment il va, Johan? ça va, ça va? T'arrives quand, là? Je finis ma scène tout de suite après, je te jure, je m'en vais finir la tienne. Là, j'espère que tu fais attention à ma voiture parce que le dernier coup, avec un drôle rangé, là... Une petite chaise de pneus, là. Puis je te connais. T'aimes ça brûler mes pneus quand c'est moi qui les paye? Ouais, ben tu sais, Marcel, ça fait un bon show, tu sais. Bon, OK. Essaye de pas trop être long. Je t'attends, puis fais surtout attention à mon auto, s'il te plaît. Tu sais que t'as un privilège de l'avoir. Ouais, mais Marcel, tu me fais confiance? Ouais, mais Simon, lui, je le trosse pas. OK, je t'attends. Merci, Johan. Salut, bye. La version 1968 originale du film de Steve McQueen. La fameuse Mustang, c'est la voiture qui s'est vendue le plus cher dans un encan aux États-Unis. C'est en janvier 2001, à l'encan Barrett-Jackson, que la voiture a atteint un prix record de 3 700 000 $. Quand même pas pire pour une voiture qui, à l'époque, valait 2 700 $. C'est certain que Ford a profité aussi de la notoriété de Steve McQueen, du film aussi, de l'aura bolide. On a bâti au fil des générations 3 éditions spéciales bolide de la Mustang du côté de Ford. La première, c'est en 2001. C'est comme la voiture que je conduis aujourd'hui. La deuxième, c'est en 2008. Et bien, la troisième, c'est 10 ans plus tard avec la dernière génération de la Mustang. La voiture que je conduis aujourd'hui, bien, c'est ma voiture personnelle. Une voiture que j'ai choisie pour son exclusivité. Écoutez, je peux vous dire qu'il y a 5 582 unités de la Mustang bolide qui a été bâtie en 2001. Là-dessus, il y en a 500 qui ont été vendus au Canada. Et présentement, bien, je peux vous dire qu'au fil des ans, c'est une voiture qui commence à prendre de la valeur et ça devient un investissement qui est très intéressant. Écoutez, on a fait quand même quelques petites modifications esthétiques à l'auto par rapport à une GT d'origine. Premièrement, à l'extérieur, on a certaines touches qui nous rappellent vraiment la version originale qu'on voyait dans le film. Donc, des roues de 17 pouces. On a enlevé l'aileron aussi pour avoir un look un peu plus épuré à l'arrière. Au niveau des suspensions, une suspension qui est un petit peu plus ferme, 1 pouce plus basse, des barres de torsion qui sont plus grosses aussi et un ajout au niveau du capot avec un extracteur d'air. Au niveau de la motorisation, un moteur V8 4.6 litres, pas mal similaire à ce qu'on retrouvait dans les versions d'origine de la GT en 2001. Par contre, on avait retravaillé au niveau de la tubulure d'admission et au niveau de l'échappement pour avoir un peu plus de performance. Donc, toi, as-tu pratiqué ton coup de volant pendant la pandémie ou quoi? C'est fou comment est-ce que la PlayStation s'est rendue réaliste, Ouais, hein? c'est ça. T'es un peu, mais montre-moi donc ça, cette auto-là. C'est quoi cet intérieur-là? SRT, là? Ah, ça a été refait, là. On voit donc autour du capot. Ça a été refait. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'était... D'après moi, là, vous avez des petits secrets là-dedans. Ah oui, c'est ça. 3,92. Ben c'est ça. Fait qu'on a pris un Challenger 2017, 3,92, on est venu déposer délicatement un Charger 1968 dessus. C'est pour ça que ça allait vite demain. Je me demandais, ça se peut pas qu'il soit le meilleur conducteur. T'entends? Ah oui, mais il y avait du trafic. Johan, ça serait le Tracy, là. Il n'y avait pas de trafic pantoute. Ben, Simon avait faim. Ah oui, c'est ça. C'est tout le temps toi qui as faim, arrête, là. J'ai pas le choix de le croire. T'as-tu pris soin de mon auto, là? Oui, si tu savais, Marcel, comment il en a pris soin, là. Ça veut dire quoi, ça? Attends de voir la vidéo, tu vas voir. Simon, tu fermes ta gueule? Je vais avoir la preuve sur vidéo. On va le savoir, la vérité. Ça regarde pas mal.
le printemps s'en vient bientôt parmi nous. Et évidemment, qui dit printemps dit sortie de véhicules, plus de neige. Et là, Hugo, on va parler des gratinures, on va parler de petites scratchs qu'on peut trouver sur l'auto. Oui, des crayons retouches. Crayons retouches. Parle-nous de ça parce que c'est quelque chose que vous avez. C'est québécois, il faut le dire. Oui, c'est la marque Génicolor. OK. C'est fait à Québec. C'est ce qui est le fun. Et puis, en gros, le crayon, c'est un crayon qui est une étape. Donc, le lustre est mélangé avec la peinture. C'est une des seules compagnies qui a réussi à faire ça. Oui, parce que généralement, tu as la base, puis tu as un lustre par-dessus qu'il faut installer. Là, c'est une étape. Oui, simple. Vous avez même une aiguille de sablage qu'on fournit avec pour faire le nettoyage avant. Un petit peu tout ça pour être sûr que ça adhère comme il faut. Et puis c'est en une étape. C'est ça. Puis ce qui est le fun avec ce crayon-là, premièrement, ils ont au-dessus de 80 000 couleurs. De 1948 en montant. 80 000 couleurs. Oui, 1948 en montant. Donc, si votre auto est après 1948, ils ont la couleur. Puis comment on procède pour être sûr qu'on a la couleur de notre auto? En général, on va dans la porte conducteur. Il y a un collant sur le rebord de la portière. Puis il y a le code de couleur qui est là. Sinon, on peut se référer au concessionnaire, il va nous le dire, le code de couleur. Donc, il faut envoyer le code de couleur et on va fabriquer la peinture. Puis il faut le dire, c'est fabriqué comme la peinture. C'est une peinture qui est d'une qualité comme l'original. OK, ça, c'est intéressant. C'est vraiment une peinture avec l'époxy qui est une bonne qualité. Ouais. Puis c'est facile, là. C'est littéralement un crayon. On le voit ici. Oui. Vous le prenez, puis il y a des feuilles de test, vous passez dessus, vous dessinez. C'est ça. Une seule étape. Une seule étape, vous laissez sécher. Est-ce que c'est long? Le séchage est rapide. OK. C'est sûr que c'est un certain... On fait pas ça à la pluie. Oui, non, évidemment. Il faut être logique aussi. Si les taches sont plus grosses, ça se vend aussi en canette. Oui, un coin de pare-choc. OK. Des choses comme ça, on peut le faire en canette. Même principe. Spray, une étape. Sécher. La seule option que tu peux avoir 2 étapes, c'est quand on a un tricouche qui appelle. Une peinture blanc-perle. OK. Ah, oui, peinture un peu plus spéciale. Ouais. Puis là, évidemment, une fois qu'on a un peu enlevé les petites égratignures, on passe à la cire. Avant, si on veut entretenir notre peinture, avant, on est mieux de décontaminer les décontaminants de la route, la poussière de frein, ces choses-là. Il y a soit la bonne vieille barre d'argile, ici, comme ça. Sinon, il y a le gant de décontamination qui est plus facile à tenir. Qui contient de l'argile aussi, c'est le même principe. C'est juste plus facile à tenir. On a aussi en formule chimique, si on veut, qui enlève une partie. OK, qui fait le même travail, mais qui est une autre formule. Ça n'enlève pas tout, mais ça en enlève une bonne partie. Donc si on est un petit peu paresseux, ça va plus vite avec ça? Oui, exact. OK, c'est bon. C'est que, dans le fond, au lieu de protéger la saleté, on va l'enlever avant de la cirer. Ouais. Donc, après, on peut procéder au cirage. Après, on peut cirer. OK. Puis on peut même utiliser par la suite des savons qui contiennent de la cire pour entretenir un peu. Ouais, entretenir. C'est bon de le dire, le crayon, une fois que c'est sec, c'est comme la peinture. Donc, on peut la cirer, on peut passer par-dessus, il n'y a pas de problème. Oui, exactement. Okay. Puis le crayon est bon pour longtemps. Si on ne l'utilise pas, on le met dans le coffre à gants, puis il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, on ne s'encourage personne à avoir des égratignures, mais c'est bon de savoir qu'il existe quelque chose. Dan Ackworth, ce Canadien d'Ottawa qui créa pas une, mais 2 voitures mythiques. Ghostbuster, ou bien SOS Fantôme pour les francophiles, est un des grands succès des années 80, mais surtout le début d'une des voitures les plus connues du cinéma, la Ectomobile. Passons rapidement en revue les apparitions de Ecto. Pour le premier de la trilogie, le Dr. Ray Stantz, interprété par Dan Ackworth, hypothèque la maison de sa mère pour acheter la caserne de pompiers et il acquiert par le fait même la Cadillac Fleetwood 1959 pour 4 800 $. Dans le second film, l'Ecto 1 tombe en ruine et est utilisé principalement pour les fêtes d'enfants. Mais une fois que SOS Fantôme revient en affaires, Ecto reçoit quelques améliorations et modifications. Elle est rebaptisée Ecto 1A. En 2019, Ecto 1 fait un retour le temps d'une publicité de Walmart pour promouvoir la livraison à l'auto. Finalement, Ecto revient dans Afterlife, mais sous la forme originale de Ecto 1. Attends, Ecto 1 revient, mais le film se passe après les 2 autres films? Oui. Egon Spengler apporte la voiture sur une ferme après avoir quitté ses associés pour divergence d'opinion.
Mais c'est pas à lui, la voiture. OK, regarde, mettons qu'il l'a volé, là. Hein? Ecto perd les modifications du second film. L'auto a été démodifiée. Ouais. Mais reçoit un siège qui se déploie vers l'extérieur de la voiture. Attends, un siège pour tirer du gun? Oui. OK, mais pourquoi qu'il a enlevé les modifications pour installer un banc pour tirer du gun quand il a quitté son équipe? Pourquoi pas? Ben, qui conduit si lui tire? Ah ben oui. Dans l'ébauche du scénario, Ecto devait être une Cadillac Excelsior Ambulance 1975. Mais le choix s'est arrêté sur une Miller Meteor Futura, montée sur un châssis de Cadillac Fleetwood 1959. Originalement, Dan Aykroyd avait imaginé une voiture entièrement noire, d'aspect plutôt sinistre, avec des lumières stroboscopiques, blanches et violettes. C'est lors de l'examen du scénario que le directeur de la photographie, Laszlo Kovac, a été le premier à faire la remarque que le design noir poserait un problème puisque la plupart du film serait tourné de nuit. En octobre 1983, la conception de Ecto commence. C'est Stephen Dane qui est chargé du projet. Il visite le véhicule dans l'arrière-cour du studio Burbank pour prendre mesures et photos. Une fois chez lui, Stephen dessine des isométriques d'Ecto 1 et de son porte-bagages, ainsi que divers vues et élévations de l'extérieur et de l'intérieur. D'ailleurs, il passera plus de temps à le dessiner qu'à le matérialiser. Le réalisateur Ivan Reitman approuve le design et aussitôt, les peintres et accessoristes du studio se mettent au travail. Stephen supervisait la construction et les dirigeait à partir de ses croquis. Au moment de l'expédition pour New York, l'ambulance n'était pas une copie exacte de ses dessins. Certaines pièces sur la galerie du toit avaient changé de position. Après 2 jours de finition, Ecto 1 était prêt pour le tournage. Pour Afterlife, la production créa 3 voitures identiques, dont une des Ecto mobiles originales, qui était dans un piteux état. Il aurait pu repasser son drap. Numéro 5. Durant le 2e opus, l'Ecto 1 crachait de la fumée. Il ne s'agissait pas d'effets spéciaux, car la Cadillac était vraiment en mauvais état. Il finit par mourir sur le pont de Brooklyn. La police de New York a infligé une amende au cinéaste parce que le pont n'avait pas de voie de dépannage et que Ecto 1 bloquait la circulation. Numéro 4. Afin de promouvoir le film, la production décida de circuler avec Ecto 1 dans les rues, causant une distraction pour les conducteurs et ainsi que plusieurs accidents mineurs. Numéro 3. Plusieurs autres versions de Ecto ont vu le jour. Dans le jeu vidéo Ghostbusters en 2009, les créateurs ont adapté la voiture selon le scénario de SOS Fantôme 3 de 1999, qui n'a jamais vu le jour. La voiture devait se nommer Ecto 1B. Et pour finir, une Cadillac 1982 sert de Ecto 1 pour le film Qui allez-vous appeler de 2016. Et ceci était un sacrilège. Tellement irrespectueux. Numéro 2. SOS Fantôme, l'héritage a été tourné en grande partie en Alberta, dans la ville de Drumheller. On remplace simplement les drapeaux canadiens pour des drapeaux américains. À preuve, dans la scène du Walmart, on peut y voir un Mr. Lube, qui n'existe tout simplement pas sur le territoire américain. Et quoi de plus canadien que les Timbits de Tim Hortons, qu'on peut voir ici dans ce poste de police. Numéro 1. Pendant la phase de test des cascades dans le premier film, un cascadeur a essayé de faire un dérapage contrôlé avec la Cadillac et les roues ont juste tombé. Elle a été renvoyée à Los Angeles pour modifier sa suspension et on lui a installé des essieux de Ford Mustang. Et ça la faisait mieux déraper? Ouais, vu de même. Dan Aykroyd imaginant l'Ectomobile. C'est un fan de voitures et il n'était pas à sa première création. Il est aussi l'investigateur de la Bluesmobile quelques années auparavant. Il n'est pas seulement acteur dans ces 2 films, mais bien l'auteur de ces pièces anthologiques de la pop culture. SOS Fantôme restera au box-office pendant 13 semaines et amassa des recettes de 295 millions. Pas pire pour un film qui a coûté 25 millions. Là. Et tous les Ghostbusters auront le même succès par la suite, mis à part celui de 2016,
qui est un flop. Le dernier, il est pas vraiment mieux. Ouais, mais si tu regardes les stats, je suis tanné des remakes poches. Il manque de film original. On dirait que tout s'est vu et qu'ils reviennent avec tout ce qui s'est déjà fait. J'espère que vous avez apprécié jusqu'à maintenant. Bien sûr, on va terminer avec un peu d'actualité parce qu'il s'en passe des choses dans le merveilleux monde de l'automobile. Entre autres, chez Mazda, on nous avait promis plusieurs CX. Le CX-50, lui, va débarquer en concession au Québec sous peu. Mais le CX-60, qui s'adresse au marché européen, australien et japonais seulement, eh bien, il a été dévoilé officiellement la semaine dernière. Un tout nouveau moteur 6 cylindres en ligne, ben oui, qui a été développé par Mazda. Et on aura droit aussi à une version hybride rechargeable. Cette motorisation devrait débarquer chez nous dans un avenir assez rapproché avec les autres versions du CX qui viendront s'ajouter à la gamme nord-américaine. On a également présenté chez Mercedes les deux voitures qui vont participer comme voiture de tête et voiture médicale au championnat du monde de Formule 1. On a changé la livrée, je ne sais pas si vous avez remarqué. Autre grand lancement, bien sûr, le fameux ID Buzz. Je ne veux pas vous décourager, mais ce véhicule-là sera vendu dans cette configuration-là en Europe seulement. Du côté nord-américain, on aura droit à un véhicule qui va y ressembler passablement, avec à peu près la même plateforme, mais en version allongée. On pense accroître l'autonomie, bien sûr, du ID Buzz. On parle de 400... parle tout près de 500 km d'autonomie du côté européen, ce qui veut dire, si on transforme les normes européennes en normes nord-américaines, c'est à peu près 400 km. Mais comme le territoire est beaucoup plus grand en Amérique du Nord plutôt qu'en Europe, je pense qu'on va travailler là-dessus sur justement les packs batteries qu'on va installer sur le véhicule. Le ID Buzz sera vendu aussi en version commerciale, c'est-à-dire en version sans fenêtre et avec une paroi qui va séparer le compartiment passager à l'avant du compartiment cargo. On aura droit soit à une banquette 3 places ou un siège unique à l'avant pour d'autres types d'utilisation, de livraison rapide, exemple. Et bien, voilà, c'est ce qui complète notre émission pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Soyez prudents et bonne route. Là, Johan, ça fait longtemps que je dois faire des émissions de TV. Je trouve qu'il manque quelque chose dans ton truc. Qu'est-ce qui manque, Marcel? Je vais te montrer comment prendre soin d'un automobile et un Dodge que tu peux faire avec ça. Regarde ça. C'est comme ça que tu fais attention à tes autos? Ça, c'est de la télévision.